Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc pour les retardataires, je vais donc réexpliquer et vous demander à tous de bien vouloir éteindre vos GSM pour que ça puisse, voilà, pour qu'on puisse de manière continue. Alors je suis, on est honoré au Café Laïque Bruxelles de recevoir donc David Duquesne. Qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui partage énormément de réflexions autour de la laïcité, autour des questions de société très sensibles sur l'islam, l'islamisme, etc. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'on va le laisser parler. Il a sorti son ouvrage « Ne fais pas ton français, itinéraire d'un bâtard de la République ». Alors je suis désolée, voilà, il y a eu un petit quiproquo de ma part et donc du coup je n'ai pas les ouvrages pour les faire signer, mais n'hésitez pas. On va l'inviter à Paris pour le Café Laïque Paris, donc si vous voulez des signatures, n'hésitez pas à revenir avec vos ouvrages et je les ferai signer et je vous les ramènerai signés avec autographe, etc. Donc voilà, pour la partie autographe. Donc voilà, on est vraiment ravis et on est assez émus en tout cas de recevoir David Duquesne. Moi je suis énormément sur les réseaux sociaux, donc c'est assez impressionnant de recevoir une personnalité comme ça, très engagée. Et sans plus tarder, je vais le laisser parler. Et à la fin, on fera une petite fête évidemment entre nous ici au Café Laïque. Merci beaucoup, merci David. Merci. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Fadila et Café Laïque de m'avoir invité et de m'avoir reçu vraiment chaleureusement. Je vais d'abord me présenter et je vous remercie tous d'être présents. Donc je suis David Duquesne, je suis infirmier libéral, j'ai 54 ans. Je viens de du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Je viens d'une cité minière. Je suis père de 2 enfants et ça fait une douzaine d'années que je suis très très investi sur les réseaux sociaux sur ces questions d'islam, d'islamisme, de territoire perdu. Je vais parler un peu plus fort, donc je me suis très très investi à partir de 2012 sur les questions d'islam, d'islamisme, de territoire perdu de la République. C'est arrivé suite au crime perpétré par Mohamed Merah. Donc il y a eu un déclic. J'ai voulu révéler certaines choses qui me semblaient latentes depuis pas mal d'années, mais j'avais mis un voile sur des réalités parce que je ne voulais pas faire le jeu de l'extrême droite, donc il fallait se taire. Et ce que j'entendais dans les médias me mettait hors de moi parce que ça ne correspondait pas du tout à la réalité que je pouvais observer. Alors un peu comme Georges Bensoussan, je considère qu'il faut d'abord dire ce que l'on voit, mais le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Et ce qui nous était proposé était d'un tel manichéisme, d'une telle simplicité, que ça ne pouvait pas rattraper le réel que j'observais. D'autant plus que, je vais continuer de me présenter, je suis de double culture. Ma mère est une Française d'origine algérienne, née en France, avec des parents qui étaient, on va dire, traditionnalistes. Et c'est une femme qui s'est émancipée et qui s'est battue contre un mariage arrangé et s'est mariée avec mon père, qui était un Français, on va dire, catholique non pratiquant. Donc j'ai cette double culture. Et j'ai la chance d'avoir pu observer le milieu maghrébin musulman de l'intérieur sans être musulman, avec une certaine forme d'objectivité, je l'espère. Et d'avoir habité aussi dans des quartiers à forte composante maghrébine. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut être pour un garçon dont la mère, d'origine algérienne, qui se prénomme Ouria, qu'on voit sur ce livre, qui vient de sortir, avec le bambin joufflu et frisé qui l'accompagne, c'est moi. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner dans un quartier assez communautarisé où une femme s'est mariée avec un Français et qui a donné un prénom juif à son fils. Donc quand on vous parle de nouvel antisémitisme ou de racisme envers les Maghrébins, et que vous savez que de l'intérieur le racisme est tout aussi puissant, que l'antisémitisme il n'est pas arrivé au début des années 2000, vous
diagnostic est faux, il est malhonnête, et je pense qu'il l'est fait volontairement pour calmer le jeu, et je voulais absolument révéler certaines vérités qu'on ne voulait pas entendre. Alors, il faut d'abord que vous sachiez une chose. Bon, j'ai appelé mon livre « Ne fais pas ton français ». Si j'avais été belge, je l'aurais appelé « Ne fais pas ton belge ». Si j'avais été anglais, j'aurais dit « Ne fais pas ton anglais ». Et si j'avais été d'origine turque, j'aurais dit « Ne fais pas ton Atatürk ». Mais c'est une phrase qui dit beaucoup de choses. Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je n'ai jamais frappé à la porte d'une maison d'édition. Jamais. On est venu me chercher à 4 reprises. Et le contrat a été signé alors que j'avais écrit qu'une trentaine de pages, sans que le président ni la personne qui m'avait repéré n'ait lu ces pages. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné 1 an pour écrire le livre. Je l'ai écrit en 3-4 mois. Et ensuite, on va dire une trentaine d'heures de travail pour satisfaire l'éditeur. Il y avait des choses à ne pas dire, donc on les a supprimées. Il y avait quelques petites répétitions. Et puis se poser aussi des problèmes juridiques, parce que je parle du réel. Et il y avait un deuxième versant du livre qui parlait des tentatives d'intimidation sociale pour vous empêcher de parler de ces choses-là, d'écrire ces choses-là. Ces parties-là posaient d'énormes problèmes juridiques et il a fallu les retirer. Voilà. Mais elles sont suggérées à la fin du livre. On comprend qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Il fallait me protéger, il fallait protéger la sortie du livre. Alors, je vous l'ai dit, on m'a choisi parce que j'avais un profil atypique. Et a priori, d'après ce que j'ai entendu depuis ma plus tendre enfance, je suis un exemple du fameux métissage indispensable à la République. C'est ce qu'on m'a seriné pendant des années, notamment depuis l'apparition de SOS Racisme. Voilà. Des gens comme moi étaient là pour éviter l'avènement d'une France rabougrie et repliée sur elle-même, a priori seulement, parce que dans les slogans et les rengaines répétées depuis plusieurs décennies dans les médias, cela relevait du fait entendu. Dans le réel, c'est une autre paire de manches. Je ne corresponds pas aux attentes de l'idéologie dominante. Je me suis assimilé à l'identité française. Je ne suis pas musulman. J'ai vécu, comme je vous l'ai dit, au sein d'une famille musulmane et dans des quartiers où l'islam était quand même fort. Alors, comment cela fut-il possible? Ma mère s'est révoltée contre le traditionnalisme alors qu'elle était adolescente dans les années 60. C'est ce que relate le début du livre. Puis elle s'est mariée avec mon père, un Français, et comble de l'insolence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle m'a donné un prénom juif. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à l'idéologie dominante, ma mère, mes sœurs et moi, nous ne sommes pas des modèles, on a évolué à contre-courant. Forcément, d'un point de vue électoral, on ne représente rien. Si on est réduit à une communauté de métis assimilés et n'ayant pas choisi l'islam et le tribalisme solidaire qui régente les quartiers où l'islam est en forte présence. On est un peu portion congrue dans une France multiculturaliste. Par contre, dans une France de l'assimilation, qui n'aurait pas honte de ce qu'elle est, on serait des exemples. Alors, vous comprenez, je suis plus un enfant des corons qu'un enfant du Coran. La République, les médias, le grand nombre de politiques, le monde de la culture subventionnée ont fait de nous des parias, des invisibles, presque même, je dirais, des harkis, des bougnoules de service, entre guillemets, des collabeurs, comme on peut l'entendre parfois. Aimer la France et sa culture, son histoire, ses mœurs, c'est une trahison identitaire. Non seulement auprès de la communauté d'origine, pour moi c'est la communauté d'origine de ma mère, mais aussi auprès d'une classe politique dominante, d'une intelligentsia française qui considère que l'autre, avec un grand A, va enrichir la France et que celui qui s'assimile à cette identité française, il s'assimile quelque part à une identité criminelle. J'ai eu la sensation, durant ces 12 dernières années, en débattant sur les réseaux sociaux, que la France d'avant l'immigration de masse, de peuplement, qui
qui a commencé dans les années 70 avec le regroupement familial, que cette France-là, cette France de Glorios, c'était un petit peu le Troisième Reich. C'était un truc vraiment nauséabond, une horreur, quoi. Donc, et c'est pour ça que j'ai compris que moi qui étais issu de cette France, j'étais un petit peu, quelque part, celui qu'on ne voulait pas entendre, qui mettait un petit peu mal à l'aise toutes ces personnes. Et en plus, on me ramenait régulièrement à l'extrême droite. J'étais un identitaire, parce qu'avoir une identité, c'est sale. C'est vraiment être le dernier des couilleux idéologiques. C'est être infréquentable. Alors, je me devais d'avoir l'assimilation discrète, honteuse, me taire et observer mon pays se liquéfier, s'anéantir. Alors, comme je ne voulais pas me résoudre à cela, j'ai décidé de parler, puis d'écrire, de témoigner, d'analyser, de me battre. J'ai donc répondu présent avec ce livre. Mon entourage proche, sensible au qu'en dira-t-on, m'a d'abord mis en garde. Je ne devais pas m'occuper de cela, c'était trop dangereux. On laissait entendre qu'à cause de moi, mes enfants subiraient des représailles djihadistes. On dirait aussi de moi, évidemment, que je suis nauséabond, raciste et tout ce que vous savez, et que ça allait forcément avoir des répercussions sur leur respectabilité, sur leur réputation, et donc par capillarité, il fallait se séparer de moi. Alors, ça a été un moment pénible. Lorsque tout cela est arrivé, mon épouse et mes enfants sont partis. J'ai failli mettre fin à mes jours. J'ai abandonné le contrat chez Grasset. Et puis quelques mois plus tard, je me suis dit, bon, puisqu'on a voulu me détruire pour ce livre, je vais me reconstruire par ce livre. Et faire taire ceux qui ont voulu me mettre à mort socialement, professionnellement et affectivement. Parce qu'il est aussi question que mes enfants ne portent plus mon nom si j'écrivais ce livre. Donc on voulait vraiment me néantiser dans ma descendance. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que mes enfants sont très fiers de moi. Ils me sont revenus, définitivement. Et le livre est sorti. Bravo. Voilà. Bravo. Comme Peut-être une question. Tu dis qu'on a voulu t'anéantir par rapport au nom et à tes enfants, qu'on n'a pas voulu. Qui ne voulait pas que tes enfants portent le nom? Comment est-ce que ça aurait pu être Mon possible? ex-compagne, la mère de mes enfants. La mère. la mère, les enfants. Mais qui est quoi? Qui était de quelle origine? Oui, c'est ça. Picard, enfin du Nord. Français des souches. Oui, mais vous savez, La peur des représailles. la peur des représailles, la peur de la mauvaise réputation, la peur du qu'en dira-t-on. Vous avez des personnes qui, dans le privé, ne pensent pas moins que vous, sont dans l'évitement sémantique et géographique pour ne pas se côtoyer cette réalité qui les dérange, ils ne veulent pas voir. Mais si vous en parlez, c'est comme si vous parliez de quelque chose qui allait leur tomber sur la tête tout de suite. Il ne faut pas en parler, ça n'existe pas. Mais ils font tout pour éviter ce que je dirais l'éléphant dans la pièce. Donc ils ont conscience que l'éléphant est là, mais il ne faut pas en parler. On fait comme si ça n'existait pas. Mais celui qui en parle, gare à lui. Donc on allait dire de moi que j'étais quelqu'un d'infréquentable, un paria, un oiseau de mauvais augure. Donc il fallait se prémunir de moi. On avait organisé ma mise à mort sociale. Et le grand malheur dans tout ça, c'est que j'avais pris comme collaboratrice la sœur de mon ex-compagne. Et qu'elle-même a fait des pressions sur moi pour me prendre ma patientèle. Donc j'étais pris en étau. Et votre épouse était de quelle origine? Mais je l'ai dit. Non, pas Française. C'est la peur de la réputation. C'est pas l'idée que je puisse dire des... Elle évoluait dans les milieux de gauche. Oui, son père est de tradition communiste. Plus par respect pour l'homme qui l'a élevé que par conviction personnelle. Mais c'est juste la peur du qu'en dira-t-on. Vous savez, son père, lorsqu'il m'a reçu la première fois, comme ils avaient appris que j'étais d'origine algérienne, il m'avait reçu en babouche pour se moquer de moi. Donc, elle s'était excusée à l'époque. J'avais pas fait attention. Moi, j'ai jamais porté de babouche, donc j'avais pas vu ça. Mais
Voilà, donc non, c'est juste la peur de la mauvaise réputation, de ne pas être associé à quelqu'un qui dise des choses qui pourraient rejaillir sur eux. Pardon, c'est la peur de la mauvaise réputation ou c'est la peur des représailles, De représailles, oui, la oui, peur oui. pour les Peut-être enfants qu'il y a la aussi peur pour qui les pourraient- enfants. Pas tous à la fois. Je pense qu'il y a les deux à la fois, ils se sont un peu montés bourrichons. Je leur ai proposé de lire ce que j'avais commencé à écrire à un moment, parce qu'il y a de très beaux passages sur la vie dans les corons, de la jeunesse de ma mère, dans les cités minières. Et la mère de mon épouse a vécu aussi, a eu à peu près une jeunesse dans le même milieu. Et je voulais absolument rendre hommage aux familles mineures, aux sacrifices qu'ils ont fait pour la France dans les années 50-60. Et je trouvais que ça allait l'émouvoir de dire ça. Et en fait, on ne voulait pas lire ce que j'écrivais, on ne voulait pas m'écouter, m'entendre. On me coupait la parole tout de suite. C'était catégorique. J'allais leur ramener des ennuis. Point barre. En fait, quel discours vous avez tenu à Il faut parler plus fort. c'était- Pardon. Je ne sais pas si vous allez dire tu, parce que sur les réseaux... Si on peut dire tu, oui. Quel discours as-tu tenu à tes enfants pour les récupérer? Tu leur as fait simplement lire le livre, ça doit être terriblement difficile. Et c'est intéressant parce que voilà, c'est la question de comment convaincre l'autre qui est susceptible de revenir à la raison et de comprendre notre point de vue à nous. Le problème, c'est que pour répondre à ça, je vais devoir rentrer dans la vie privée et je risque, Ah non. je risque d'avoir des poursuites si je vais trop loin. La seule chose que je peux dire, c'est que, par exemple, mon fils, qui a maintenant 23 ans, a les mêmes idées que moi. Voilà. Bon. Mes enfants sont revenus d'eux-mêmes, sans que je fasse rien. Le temps les a fait mûrir aussi. Oui, parce qu'en fait, on me les a pris non pas pour les rendre heureux, mais pour me rendre malheureux. Voilà, donc ils sont revenus d'eux-mêmes. Parce qu'une fois qu'ils avaient été arrachés à leur père, ils étaient plus très intéressants. David, si je puis me permettre, est-ce que depuis la publication et la sortie de ton livre, qui bien évidemment va faire l'objet d'une médiatisation croissante, comme tu l'expliquais sur un certain nombre enfin sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui va être, tu vas intervenir dans des médias qui sont plutôt classés à droite. Oui. C'est-à-dire Radio Courtoisie, Sud Radio, peut-être CNews, Europe 1. CNews, Europe 1, peut-être aussi Valeurs Actuelles, qui sait, peut-être l'Incorrect, le JDD. J'ai aussi un entretien prévu dans Le Point. Dans Le Point, donc C'est sur le spectre politique, français, ce sont des médias qui sont plutôt classés à droite. Oui. Donc, depuis la publication de ce livre, est-ce que tu as reçu des invitations de médias de gauche, je veux dire par exemple des Inrecuptibles, de Technicart, de Libération, du Monde, de Télérama, ou que sais-je encore? Ou alors est-ce qu'il y a déjà eu des critiques à charge de la part de ces scribouillards? Alors, je vais te répondre, Laurent. Je ne m'occupe pas de ça, c'est mon attaché de presse. Mais ce qu'elle me dit, c'est qu'ils sont très gênés par le livre. D'accord, ça m'étonne. Alors, ils sont très gênés, pour l'instant, il n'y a pas d'attaque à charge. Mais j'imagine bien que si la médiatisation devient plus importante et que je deviens, que j'ai une grande visibilité, ils vont m'attaquer, forcément. Attaquer ou inviter? Non, ils vont m'attaquer. Je pense qu'ils vont être à charge, ils vont être très agressifs. Oui, mais ils ne vont pas t'inviter sur des médias, tu crois? Comme Léa Salamé, elle ose parfois. Hein. Elle ose parfois. Elle peut, je pense qu'elle va passer un mauvais moment. Oh, On voit bien quand même que dans la presse française, comme et encore pire en Belgique, mais disons que pour la France, c'est plutôt des médias effectivement comme CNews, comme Valeurs Actuelles, comme Le Point, etc., qui sont plus ouverts à inviter des personnalités comme David que Libé, Le Monde, etc. On voit bien quand même que les positions de Mediapart, voilà. Donc on voit bien que ces médias-là, en fait, ne veulent pas la vérité, comme ils disent. Il ne faut surtout pas justement, comment je dirais, mettre à mal tout ce qui est immigration, etc. Ils prennent toujours en fait comme messager ou comme personnalité, comme image,
des personnes qui sont issues de l'immigration, mais qui rentrent dans leur case, dans leur cliché, on va dire, et finalement qui est vraiment un réel racisme en réalité, puisqu'ils veulent maintenir les gens issus de l'immigration dans leur schéma et leur façon de voir les choses, alors qu'il y en a d'autres qui évoluent, qui veulent évoluer, qui sont très bien là où ils sont, qui ont bien grandi, qui ont bien évolué dans leur vie, etc., et qui sont complètement émancipés et qui se sentent complètement français ou belges ou autres. Mais cela, on ne veut pas en parler parce que ça va évidemment mettre à mal la gauche qui a toujours eu cet électorat-là, et on le voit d'ailleurs avec les élections Mélenchon et les LFI, etc., qui mettent en avant des islamistes, etc. On voit bien que des personnalités comme David ou comme d'autres ne sont pas les bienvenus. Donc voilà, parce que ça pourrait aussi influencer, ça pourrait montrer aussi une autre façon de vivre en France, de vivre avec les valeurs justement démocratiques, etc. Et ça, ils n'en veulent pas. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème parce qu'il y a des gens qui veulent s'en sortir, qui ont besoin de référents, qui ont besoin d'avoir des gens sur lesquels ils peuvent se reconnaître, mais on les empêche. Et comme tu le disais très bien, on vous traite de traître. En Belgique, combien de fois j'ai pas entendu sale flamand, tu fais ton flamand, tu fais des... Nous, c'était ça dans les années 80, 90, c'est arrête de faire ton flamand. Pour dire les Belges, hein, c'est même pas, même si un Belge parle français qui n'est pas du tout flamand, vous connaissez les disputes francophones et flamands, malgré tout, le fait de parler convenablement le français ou de vouloir faire des erreurs, alors on vous dit arrête de faire ton flamand. Par exemple, dire le mot sous ou argent, on va te dire arrête de faire ton flamand parce qu'eux ils disent fric, pognon. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui finalement font que les jeunes ont des difficultés aussi à grandir. Des marqueurs faussement identitaires, quoi. Complètement. Par le langage. Mais une autre question aussi, David. Est-ce que tu as reçu de la part justement je ne vais pas dire des musulmans dans leur ensemble, mais d'une frange de musulmans complètement radicalisés qui s'abreuvent justement à une forme d'islam très extrême, celui des frères musulmans en France, celui qui a pignon sur rue. Est-ce que tu as déjà reçu des menaces depuis la publication de ton livre? Est-ce que... Pas du tout. Oui, parce que ces gens ne savent pas lire de toute façon. Mais j'y serais peu. Non, je pense qu'en général, les islamistes qui menacent de mort s'assurent au préalable que la gauche a lancé une fatwa idéologique sur une personne. Ah oui, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'ils s'assurent que cela arrive avant. Si vous reprenez l'histoire de Charlie, il y a eu des gens de gauche qui ont condamné Charlie de façon véhémente, je pense. Avec Louis Plenel. Ou à Guy Bedos. Guy Bedos. Qu'il crève. Voilà. Et donc là, il se dit c'est bon, on peut y aller. Parce qu'en fait, la gauche, qui est puissante dans les médias, va mettre la loupe médiatique sur des personnalités. Là, les islamistes vont dire tiens, lui, parce qu'ils n'ont pas fait d'enquête, les islamistes, et ils se disent celui-là, on peut l'attaquer puisque la gauche nous donne le tapis rouge. Ça se passe souvent comme ça. On l'a vu, c'est vrai aussi avec Florence Bergeau-Laclair pour son livre sur le frérisme. Ouais. C'est d'abord François Burgat qui l'a attaqué. Oui. Ensuite, évidemment, dans Le Monde, dans tous ces médias de gauche, en fait, ils ont commencé à faire des articles où ils ne refutaient pas du tout sur le fond du livre, mais c'était plutôt des attaques personnelles. Oui, mais dorénavant, il vit sous protection policière. Sauf oui, et puis ensuite, justement, et après ça, on a eu une vague d'attaques d'islamistes. Mais au départ, c'est parti vraiment parce que des anciens chercheurs du CNRS comme François Burgat et puis Edwige Plenel, etc., c'est eux qui ont commencé à attaquer. Et puis seulement après, elle a eu des menaces de mort de la part des islamistes qui l'ont attaqué. Mais c'est eux qui ont fait le focus. Ils ont fait vraiment mis la pression sur les réseaux sociaux et c'est monté comme ça en sauce. À l'époque, on parle de... Il semblerait que tous ces gens de gauche qui ouvrent la porte en fait pour que les islamistes attaquent, il semblerait qu'ils soient eux-mêmes manipulés en fait par des agents étrangers. En fait, il y a des articles qui sortent maintenant qui disent que l'Iran a infiltré la gauche en France. Il n'y a pas que l'Iran, il y a aussi le Qatar, mais il n'y a pas qu'une question de manipulation. Il y a effectivement des gens qui sont manipulés.
et qui le font, on va dire, d'une manière très naïve. Et puis il y a ceux qui collaborent réellement, qui ont toujours collaboré. François Burger, Ils se par font exemple, d'abord aimer, puis après c'est ils- quelqu'un qui a beaucoup mis en avant et fait diplômer des chercheurs qui étaient plutôt fréristes ou qui étaient pro ou proches des islamistes. Et il s'en cache même pas. D'ailleurs, il continue encore à défendre Tarek Ramadan, à défendre le Qatar, continue à l'inviter. Il va dans des conférences, il fait des conférences pour eux, etc. Donc voilà, il a fait plusieurs générations de chercheurs qui ont infiltré tout le monde intellectuel universitaire. Et ce qui fait qu'on se retrouve maintenant avec une université, comme vous pouvez l'entendre, hein, avec des jeunes qui militent pour le Hamas, avec des kifis, etc. Donc où on laisse rentrer des islamistes qui donnent des conférences à l'université. Mais on n'invitera pas des gens à l'université, des gens comme Florence, on ne va pas inviter des gens comme David, on va pas... Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment cadenassé. Et pour qu'on puisse s'en sortir maintenant, je pense qu'il faut qu'il y ait les citoyens interpellent, et puis deux, il faut qu'il y ait un courage politique pour dire stop, on signe la fin de la récré, maintenant on va reprendre des choses en main, parce que l'université, c'est un lieu pour transmettre le savoir et la connaissance, c'est pas des idéologies. Et pas qu'à l'université, malheureusement, pas qu'à l'université. Et j'en viens à une autre question. David, peut-être que ça pourrait être une excellente idée de demander par exemple à ton attaché de presse s'il est possible, en relation avec l'intégralité des rectorats de France, d'intervenir dans les lycées à l'époque où on met l'accent sur la redéfinition de ce que doit être la laïcité. Quand on voit que je n'ai plus le pourcentage exact en tête, mais un pourcentage qui est monstrueusement énorme, que 74% des jeunes de 15 ans estiment que la loi de l'islam est supérieure. 47%, oui, Pas 47. 47, pas 74, je suis dyslexique. Mais c'est déjà beaucoup. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. Estime que la loi de l'islam, c'est-à-dire la charia, est supérieure à celle de la République. Donc, est-ce que à travers ton bouquin, tu pourrais pas, ne serait-ce que faire preuve de pédagogie en intervenant dans les lycées ou même dans les collèges, en disant que l'islam est un régime qui est, enfin, c'est une pensée qui est englobante et totale, puisqu'il n'y a aucune différenciation entre autorité spirituelle et pouvoir temporel, et que tout est mélangé. Penses-tu que ce bouquin puisse contribuer au débat sur la laïcité, en règle générale? Alors, c'est dangereux, mais je pense qu'on prend le problème à l'envers. En réalité, moi j'ai le souvenir qu'on était laïque sans en parler autrefois. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. On n'avait pas besoin d'en parler, on l'avait intégré dans nos mœurs. Ça posait même pas question, c'était quelque chose de tout à fait normal. Bon, ça c'est lié à l'histoire de France, et l'histoire du monde musulman est complètement différente. On a raté quelque chose. Moi je disais souvent par provocation à des militants d'associations laïques, je leur disais, faites-en des Français, vous en ferez des laïcs. Vous voulez en faire des laïcs, tout en leur demandant de vivre comme au bled. Ça va pas être possible. Voilà. Vous prenez les choses à l'envers. Ah, okay. On a raté l'assimilation, et maintenant vous voulez, ça va être sacrément compliqué, ça va être aussi compliqué qu'au Pakistan ou en Algérie. Et quand tu étais jeune avec ta famille, donc vous viviez dans des quartiers, je sais pas comment on peut appeler ça en France, des cités. Des corons, c'est des cités minières, oui. Et donc, là, c'était quoi la proportion en fait? C'était plus des Français, plus des personnes issues de l'immigration musulmane? Comment est-ce que ça se passait du coup? Et votre rapport, vous, par rapport aux autres, comment est-ce que c'était vécu? Alors, bien sûr, la proportion était moins importante, la pression communautaire était moindre. Moi, j'habitais en dehors du quartier où mes grands-parents habitaient. Mes grands-parents habitaient une cité qui était la cité 4 de Lens, où il y avait pas mal de Marocains, mais ce qu'on appelle les ch'tis étaient quand même majoritaires. Et il y avait aussi des descendants des immigrés polonais, quelques Italiens, il y avait des Marocains et mes grands-parents algériens. L'assimilation s'est faite par le contact avec les classes populaires historiques de ce pays. C'est-à-dire que ma mère, elle n'a pas lu Simone de Beauvoir pour devenir française. Elle a fait comme ses copines françaises de l'époque. Et comme elle n'était que deux filles d'origine algérienne dans la classe, ben c'était plus facile.
Bien sûr, ça pose un problème par rapport... Il y a un conflit de loyauté qui se joue entre les parents et ma mère. Mais comme la pression communautaire est moindre, c'est plus facile. Aujourd'hui, la pression démographique est telle C'est ça. que il y a un concept, une notion dans les familles maghrébines, dans les communautés maghrébines, c'est la notion d'archouma. Voilà. Donc, La honte. la honte. Comment on dit ça? L'archouma. Archouma. L'archouma. L'archouma ou la archouma? Non, Archouma. l'archouma. C'est la honte. C'est-à-dire que nous, on juge, enfin, les Européens jugent en fonction de leur ligne. Ils ont une ligne, comment dire, comportementale, psychologique, qui est propre, une grille d'analyse qui est occidentaux-centrée. Mais ça ne marche pas comme ça dans les communautés maghrébines. Les musulmans n'ont pas peur des islamistes, contrairement à ce qu'on raconte. Ils ont peur de la communauté musulmane. Ils ont peur qu'on dise qu'ils ne sont pas d'assez bons musulmans. Donc il faut être toujours dans le paraître, montrer qu'on est aussi musulman que les voisins. Donc quand ma mère, elle ramène un Français en 1970, un blond, qui arrive en triomphe décapotable dans les corons, ben, je vous assure, il y a un peu de Marocains dans la cité, il y a encore beaucoup de Ch'tis, mais ma grand-mère, à la fin, quand ma mère repart, elle me dit « Oh Riyad, s'il te plaît, ne viens plus avec ton français, tu nous fais la honte. » Voilà. Voilà. Donc, la massification démographique par le jeu de l'immigration, mais aussi la politique de logement social, a aggravé la situation. Mais on ne peut pas en parler, sinon on est d'extrême droite. On recrée les systèmes claniques des pays d'origine. Et dans le système clanique, l'individu n'existe pas. Celui qui s'émancipe devient le vilain mouton noir et risque la répudiation, d'être nié par sa famille et risque même des violences. Aujourd'hui, on voudrait que des gamins musulmans s'émancipent, mais on les protège comment du clan, de la communauté, du quartier? C'est facile à l'école de dire ça quand on a le courage. Mais après, quand la personne repart dans sa famille, dans sa rue, elle est où la République? Et donc la solution? Et donc, mais les professeurs l'ont parfaitement intégré. Pourquoi les professeurs cèdent? Pourquoi les professeurs ont peur? Parce qu'ils savent que s'ils font quelque chose, ils vont se retrouver avec les frères, la famille qui va débouler, les cousins, et qui vont venir leur foutre sur la gueule, pardonnez-moi l'expression. On va lui faire une monsieur. Samuel Paty. Ouais, mais pas Non, forcément mais bon. jusque-là, mais il y a cette peur latente. Voilà. Elle est physique. Oui. Mais comment ça se fait? Parce qu'il y a eu plusieurs générations, depuis la première immigration, voilà, la deuxième génération. Moi j'ai connu des filles qui sortaient, qui fumaient. Oui, et Vous m'avez voilà, ouais. Moi, j'étais pas là au début, désolée. Et voilà, qu'il y avait une vie assez libre, même s'il y avait le regard de la communauté très fort. Comment ça se fait que ça soit un peu distillé, quoi, tout ça? Parce que la masse démographique qui est arrivée a remis une pression supplémentaire. Moi, j'ai connu des filles qui s'émancipaient, mais elles changeaient de quartier quand elles allaient avec des Français, pour ne pas être repérées. Parce que tout se savait. Dès que quelqu'un le voyait, à la mosquée, les pères se rencontraient, on dit bah, tiens, on a vu ta fille avec un Français. Voilà. Et le père y revenait, et parfois ça pouvait tourner vinaigre. C'est-à-dire qu'on ne disait pas à la fille, et puis aux vacances au Maroc ou en Algérie, elle ne revenait plus, elle était mariée. Oui, le nombre de filles qui sont parties comme ça, qui ont été mariées à 15 ans, 16 ans, même ici en Belgique, hein, moi j'ai vécu avec des voisines, des amis d'enfance, ça a été le cas. Elles repartaient au Maroc, elles étaient mariées, et puis voilà, certaines restaient là-bas, on les laissait là-bas, elles ne revenaient pas, elles ne comptaient pas ici. Puisqu'elles étaient d'origine marocaine de toute façon, mais elles avaient aussi la nationalité marocaine à l'époque. Mais même quand bien même si vous avez une nationalité belge, quand vous êtes au Maroc, vous êtes quand même marocain, vous n'êtes pas belge. Là-bas, non, votre nationalité ne compte plus, elle n'est plus valable.